Bon, la dernière fois, c'était le 24, je crois. Ouais, c'était il y a 4 jours comme ça. On n'avait pas encore break, mais c'est vrai que c'était pas ultra bien orienté et du coup, on a break le tunnel 12 heures et là, on est revenu dans le daily et on est en train de break le daily. Donc moi, ce que ça me fait penser, ça me fait quand même penser à une situation un peu comme celle qu'on a vue en mai 2021. Donc mai 2021, on avait fait un top de mi-cycle ici, hein, avec une belle distribution et c'est à mon avis ce qu'on a fait aussi ici en alors vraiment c'est différent, mais c'est similaire aussi et par contre la différence qu'on a avec mai 2021, c'est qu'au niveau technique, hein, c'est que quand on a break, par contre on avait le first stop qui était alors attends, je vais virer les Vegas. On avait le first stop qui était en plein milieu là, il était à 41 000 et le plus gros des dégâts s'est fait après le break du first stop et en mai 2021, c'était pareil. C'est-à-dire que on avait notre, tunnel daily, donc là, c'est pour ceux qui suivent pas trop quand je fais des analyses, c'est surtout enfin, le point qui est le plus important, c'est le MA 200 en daily ici et c'est celle que là, on est en train de break. Mais du coup, voilà, le plus gros des dégâts, il s'est fait après. Donc pour le moment, heu, hier, on avait un débat sur le fait que les alts résistent et cetera. Ça me choque pas tant que ça parce que quand on regarde, par exemple, la chute de mai 2021, c'était pareil. Sur le début de la chute, les alts résistent et sur la fin, où vraiment ici, on avait eu toute une grosse cascade de liquidation. On avait Binance qui avait freeze, donc on pouvait même plus trade sur Binance à un moment donné. Il y avait carrément le moteur de trading qui avait buggé, quoi. Et donc là, pour le moment, est-ce qu'on va avoir un niveau similaire? Est-ce qu'on va avoir un niveau, enfin un événement similaire avec une grosse cascade de liquidation et des alts qui, du coup, se retrouvent en PLS à cause de ça? Je sais pas, parce que pour le moment, ce qu'on voit, c'est que ça résiste bien, ce qui est plutôt sympa. Il y a aussi une autre hypothèse, c'est que comme si je mets les alts, si je prends Authors, ici, comme on voit que sur le range de Bitcoin ici, en fait, on n'a pas eu de surperformance sur les alts, chose qu'on a en général sur un range de Bitcoin ici. Comme on n'a pas eu cette surperformance, on a eu justement une sous-performance. Il y a une possibilité comme quoi, les alts sont en avance et c'est Bitcoin qui récupère son retard. Ça, c'est un scénario qui est non négligeable et il y a une possibilité comme quoi, Bitcoin vienne sur niveau d'intérêt qui est pour moi vraiment, c'est une évidence, le first stop. Sachant que, voilà, on a le first stop qui s'aligne avec, il y a un déséquilibre, une AVG là qu'on doit combler encore et on arrive, ça veut dire qu'on arrive sur support, quoi. On arrive sur, tout sur en fait, c'est l'ancienne résistance, hein, qu'on a break ici au moment de c'est l'investiture, ouais, c'est ça. Donc ça, c'est une grosse zone d'intérêt. Vu, la distance qui nous reste à parcourir, pardon, à mon avis, on va y aller enfin, je veux pas dire qu'on va y aller, mais enfin, je vais pas être sûr de moi en disant: «Oui, c'est une certitude qu'on y aille». À mon avis, là, il manque pas grand chose pour y aller. Alors à moins qu'on front run tout le monde à s'arrêter ici, franchement, j'ai un doute sur ça. Maintenant, moi, ce qui me gêne un peu, c'est que c'est un niveau que tout le monde voit. Vraiment, c'est le niveau où tout le monde le voit, quoi. Donc, à mon avis, il faudra pas s'étonner si on déborde un peu pour, pourquoi pas venir taper les 50 du retracement. Parce que là, il y a tellement de monde qui voit ce niveau. Quand tu regardes Twitter, il y a vraiment tout le monde qui dit: «Oui, 75, 60», enfin, c'est quoi? 73 700. Tu l'impression que tout le monde, veut acheter les 73 700, quoi. Donc peut-être qu'il faut leur faire un peu peur, en venant déborder un peu. Pourquoi pas venir dans le 3D ici, OK? Avec nous on a notre EMA 200 3D. Alors c'est vrai que ça serait pas cool parce que oui, ça nous fait réintégrer ce range et cetera, mais bon, tout est possible. Moi, ce qui m'inquiéterait pour la suite du mouvement, parce que là, pour le moment, ça ne m'inquiète pas. Cette correction-là, ça fait un moment que j'en ai parlé, qu'elle était tout à fait possible et vu le contexte ici, rien d'étonnant, quoi. Franchement, pour moi, il y a rien d'étonnant. Et par contre, ce qui ferait flipper, c'est si, admettons, on vient de break le first stop et que derrière le first stop, on structure quelque chose qui nous fasse penser à une continuation baissière. Et là, par contre, ça voudrait dire qu'on viendrait potentiellement chercher des niveaux beaucoup plus bas, que ce soit ici, le bas de cette mèche ici, ça fait 50 000, 49 000, un truc comme ça. Venir chercher le tunnel weekly, mais à ce moment-là, il y aurait une remise en cause de la structure quand même, haussière en weekly. C'est-à-dire que là, si on vient et qu'on passe, tout ce range-là qu'on avait fait en 2024, c'est-à-dire qu'on marque, au lieu de marquer un lot ici, on vient marquer un lot plus bas. Et là, par contre, il y a un problème. Enfin, pour moi, il y a un problème au niveau de la structure, dans la tendance, quoi.
Donc pour le moment, il y a pas d'inquiétude. On est peut-être juste en train de, en fait, c'est même pas peut-être, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de enfin de corriger ce que les gens appellent le Trump trade, quoi. C'est le trade qui a été, enfin le Trump trade, c'est l'événement juste après l'élection de Trump le 4 novembre. Donc toute la tendance qui a été faite le 4 novembre, après le 4 novembre, après l'élection, là, on est en train de corriger, tout ça, quoi. Comme si en gros, on avait eu une énorme déviation. Donc pourquoi pas revenir ici et consolider dans ce range, je sais pas. Ça on verra. Mais point important aussi, c'est ce qu'on est en train de break, c'est en plus de break le tunnel, weekly, donc EMA 200 weekly ici, hein, au milieu. Et ça, un truc que j'ai dit aussi dans le live précédent, il me semble, c'est que il fallait pas forcément essayer de se repositionner ici. En tout cas à court terme, quand on est dans une zone comme ça, il faut attendre, d'avoir au moins de la structure de retournement. Là, c'est pas ce qu'on a eu, hein, c'est-à-dire que là, on a de la continuation de tendance. On fait des plus bas de plus en plus bas et on n'arrive pas à faire on n'arrive pas à retourner la tendance, à faire des plus hauts de plus en plus haut. Et surtout, hein, par rapport à mon système, c'est que à court terme, quand vous regardez, c'est assez limpide pour moi. Mais, et ça, c'est des choses aussi que vous pouvez retrouver dans mes lives aussi. Mais on tient, en plus de casser des EMA moyen terme, qu'est-ce qu'on fait? On tient des EMA court terme. C'est-à-dire que là, pour le moment, la tendance, elle est tenue par, ce qu'on a en violet là, c'est le tunnel 15 minutes, donc avec le milieu qui est l'EMA 200 en 15 minutes. Et ça, quand vous avez une grosse direction qui est prise comme ça et que votre prix n'arrive pas à repasser au-dessus du 15 minutes, bah, c'est très simple, c'est que votre tendance, elle est fortement orientée à la baisse. Et tant qu'on n'a pas un prix qui recommence à repasser au-dessus de ces EMA 200 court terme, puis moyen terme, puis long terme, votre tendance, elle est toujours baissière. Et vraiment, c'est un bon guide pour s'orienter. Là, vous avez votre prix qui fait des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts toujours de plus en plus bas aussi. Et vous tenez votre 15 minutes. Et on voit d'ailleurs, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la tendance, elle s'accélère aussi parce on arrive même plus à revenir toucher le 15 minutes. À un moment donné, on a le 5 minutes en bleu ici. C'est le 5 minutes là qui commence à tenir la tendance. Donc on est quand même sur une accélération au niveau de la correction là. Et souvent, justement, ce qui se passe, c'est que ça finit où on tape une grosse poche de liquidation et on a un gros mouvement de capitulation, OK, bim, vers le bas, vraiment en vrai très brutal. Et c'est à ce moment-là où, en général, on a un rattrapage. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on va l'avoir ou pas? Parce que c'est pas une obligation non plus. Ce dont je voulais parler aussi, c'est qu'on est sur un niveau qui est plutôt important aussi, c'est qu'on est sur le pivot annuel. Là, on voit que j'ai mis juste le pivot annuel. Il y a le trimestriel aussi, mais qu'on a break. Là, voilà, la zone qui pouvait être intéressante, mais comme on n'a pas de structure, on n'a rien, on a rien ici, bah là, cette zone-là, on la passe. Mais voilà, le niveau de pivot annuel, quand on regarde, je vais me mettre sur tout l'historique. Là, on est en train de le break. Quand on le break à la baisse, alors il y en a pas énormément d'occurrences, mais en général, le problème, c'est que quand on passe sous le niveau annuel, si on revient enfin voilà, si on passe dessous, qu'on structure quelque chose comme on a fait en 2022 par exemple et qu'on revient et que là, on n'arrive pas à le passer, ça, c'est pas bon signe non plus. Parce que par exemple, moi, en 2022, c'est surtout ce contexte-là où on n'a pas réussi à passer le pivot, où je me suis dit: «Ça pue, il faut ressortir». Moi, j'avais essayé j'étais re-rentré ici dans cette structure ici, dans ce range, et là j'étais ressorti par ici, là, c'était début avril. Parce que justement, on n'avait pas repassé le pivot annuel. Donc là, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que, admettons que vous avez un scénario où, je vais remettre le first stop en anticipation, hein. Ok, admettons qu'on revienne sur la zone du first stop ici, ok, qu'on déborde, parce qu'on pourrait déborder, c'est pas un problème, qu'on structure quelque chose. Là, vous allez voir votre pivot annuel alors, je vais le mettre plus précis, vous allez avoir votre pivot annuel ici qui va être à 80 000. Donc voilà, c'est vraiment dans l'hypothèse où on vient chercher des niveaux plus bas, on vient sous le first stop et du coup, on vient dans cette zone parce que le first stop, c'est une zone intéressante. On peut très bien mécher dessus et de toute façon, là, je pense qu'il va y avoir forcément des acheteurs ici. Parce que même moi, je veux dire cette zone ici avec, cette imbalance ici, bah, moi, c'est une zone qui m'intéresse. Mais le truc, c'est que derrière, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va avoir un rattrapage de toute cette chute en l'espace de 24 heures? Je ne pense pas. On va dire que tout est possible évidemment, mais moi je ne pense pas. C'est-à-dire qu'après un mouvement aussi brutal, en général, on a toute une phase de conso
où on structure un bottom et après on a potentiellement un retournement avec un retour. Bon, après, on ne sait pas jusqu'où on va retourner. Mais le premier point important qu'on aura à vérifier si on se retrouve dans cette situation, pour moi en tout cas, c'est ce niveau de pivot annuel. Parce que dans le passé, ce que j'ai vu, enfin, ce qui est observable, donc le niveau il sera à 80K, parce que ce qui est observable, c'est que là, en 2022, quand on est passé dessous au moment de la nouvelle année, hein, c'est vraiment, on a ouvert, on est passé sous le pivot annuel, on a corrigé. On est revenu dessus, on n'a pas repassé, ça a vraiment été le niveau de résistance et ça s'alignait avec une résistance naturelle aussi. Il y a plein de cas, plein de contextes. Alors 2019, c'est une année particulière, on voit que 2019-2020, on voit qu'on a quand même, c'était un point central quand même, on voit que le prix, il a bien consolidé à un moment donné, il est revenu dessus, donc quand même année d'hésitation. 2020 aussi un peu pareil. Alors 2020 au niveau du halving, on le break, on le reteste. Et là aussi, voilà, ça c'est un contexte. Des 2 années de bear market, à chaque fois on repasse sous le pivot annuel, on le pull back, mais on repasse pas au-dessus. Donc moi, ça sera en tout cas une de mes conditions pour me dire, eh ben on est peut-être en train d'entrer un bear market. Parce que voilà, 2014, pareil. C'est-à-dire qu'on repasse dessous. Dès le moment où on repasse dessous, il n'y a aucun moment où on repasse au-dessus. Donc moi, c'est vraiment le niveau qui va être très important pour moi, la zone des 80K. Si on passe dessous, parce que là, à mon avis, on peut résister dessus. On peut rester dessus. En plus, on voit que ça s'aligne bien avec un déséquilibre aussi dans le price action ici. Donc voilà, 80K, ça sera un niveau important sous réserve qu'on vienne consolider, enfin créer un bottom ici, une zone de range, quelque chose pour repartir à la hausse. Ça sera la première étape à venir à passer, ce sera vraiment la zone des 80K ici. On n'aurait pas un lot protégé au 66 824. Qu'est-ce qu'on a à 66 824 coordonnées? Si, on peut, mais oui, là, tu vois qu'il y a quand même pas mal de stops, hein, ces zones de stop. On a aussi un petit déséquilibre aussi à venir chercher ici. Moi, ce que je pense, c'est qu'on peut avoir... Enfin, tout est possible, mais on peut venir sous notre first stop, vraiment limite faire une mèche, tu vois, comme ça, mouvement de liquidation, et après se mettre à consolider un peu plus haut, tu vois, entre 75-80, enfin 80-75. Moi, je ne crois pas en plus, là, c'est la fin du mois. On est là, c'est le dernier jour du mois. Je ne crois pas à un rattrapage de toute cette hausse, de toute cette baisse, en moins de 24 heures. Ça a été vu, c'est des trucs qui ont déjà été vus sur Bitcoin. Après un mouvement comme ça, un truc qui me vient à l'idée, c'est par exemple 2017. 2017. Mais c'était en plein bull market. Au niveau du ban China, quand on a eu ce gros move comme ça, c'était ici, hein. Donc là, on a une bougie qui fait combien? Intervalle de prix. On a corrigé de 17%, mais en 2 jours, on a l'équivalent de 22% de correction et au maximum, en 3 jours, c'était moins 28%. On voit qu'on a rattrapé très rapidement, OK? Donc quand même plutôt bullish ce genre de move, hein. Ça a été ravalé très rapidement. Si vous voyez ça, si on voit ça, rattrapage 1, 2, 3, 4 sur 4 jours où on ravale toute cette cannelle là, c'est très bullish pour avoir une continuation. Mais en l'état, j'y crois pas. Surtout que il nous faudrait un catalyseur, je pense. Alors là, ce qui est possible, c'est que le catalyseur, un des catalyseurs là aujourd'hui, surtout, c'est que c'est soit le PCE. Sachant que je crois que je l'ai ouvert quelque part. Ouais. On a un corps PCE qui est attendu à 0,3. Le précédent, il était à 0,2. Donc il est attendu plus élevé. À mon avis, enfin après, je veux dire, je me base pas sur grand chose, mais à mon avis, je pense qu'on va être sur le forecast. À mon avis, on va être sur 0,3. Si on est au-delà, si on est au-dessus, ça pue. Ça veut dire ça veut dire qu'on a doublé. Donc c'est pas fameux, quoi. C'est pas fameux. Ah, là, si on tape 0,4, le marché il va pas apprécier du tout, je pense. Parce que c'est pas du tout ce qui est attendu. À mon avis, je pense que c'est pricé et qu'on est sur le forecast. Donc on verra bien. Mais alors après, la surprise, ça serait qu'on soit en dessous. Ce qui est possible aussi, hein. Et d'ailleurs, si c'est le cas, il y aura probablement haussier. Je pense, hein. Alors après, de quelle amplitude, ça, je sais pas, évidemment. Mais voilà. Au niveau de Bitcoin, on peut regarder au niveau de VWAP là où on se situe, hein, c'est intéressant. Je pense qu'au niveau des déviations, si elles veulent bien s'afficher. Non, alors là, je peux pas les afficher parce que je suis sur. Faut que je mette sur Binance. La dernière fois, on était en train de regarder la VWAP avec les déviations en trimestriel, il me semble. Alors, je sais pas pourquoi elle ne veut pas s'afficher. Ok, donc on va se mettre en
Trimestriel, on voit que là, on est quand même bien, on est sorti carrément des déviations trimestrielles. Là, on est sorti, donc on est quand même bien étendu. Tu vois, on est au niveau des écarts types, je pense qu'il faudrait limite que j'en rajoute, en fait, et si j'en rajoute, ça veut dire qu'on se retrouve dans le 4. Il y a forcément un moment donné et on est plus proche d'un retour à la moyenne que d'autres choses. C'est-à-dire que là, c'est plus vraiment le moment de se dire, on peut toujours aller plus bas, hein, mais attention, je veux dire, à un moment donné, c'est plus vraiment le moment de se mettre à vouloir short ou peut-être paniquer. C'est-à-dire paniquer, c'est toujours quand vous voulez paniquer, il faut toujours paniquer le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible où il faut se dire: «OK, je prends une décision de réduire mon risque, de réduire mon exposition». Même limite, voire au début d'une chute plutôt que plus sur la fin. Pour moi, on est plus sur la fin du mouvement, que sur le début. Même si après voilà, il y en a, voilà, on peut toujours aller plus bas et cetera. On peut toujours avoir un catalyseur qui va faire en sorte que oui, on a une justification à ce mouvement et qui va amplifier encore plus le mouvement, bien sûr. Mais voilà, on est quand même bien étendu dans les écarts types au niveau de VWAP. Donc limite, il y en a beaucoup qui, à mon avis, sont plus en train de chercher à se positionner à longue pour pouvoir avoir un espérer, pour pouvoir jouer un retour à la moyenne plutôt qu'autre chose. Alors il y a une question, j'ai 20 d'exposition sur une dizaine d'alt high cap et j'hésite à tout switch en LTC, le seul qui tient VS Authors et BTC, tu en penses quoi? Risqué ou non? LTC, alors est-ce que je le ferais? En fait, je sais, tout dépend les alts, tout dépend leur configuration. Ce qu'il faut faire toujours, c'est tu regardes ton alt contre le reste. Tu regardes ton alt contre, tu fais LTC, USDT. J'ai un indicateur qui le fait automatiquement, mais là je le fais rapidement. Tu regardes LTC contre Other, c'est vrai que LTC, vraiment, c'est un gros super performer. Là, il a même pas bronché sur le mouvement. Tu vois, là, il a pas bronché. C'est le truc est en train de surperformer le marché. Même, je pense qu'il est en train de surperformer contre BTC. Quand on regarde Bitstamp, ouais, pareil. Je pense que LTC, c'est un truc quand même assez fort à avoir dans son bag. Voilà, il bouge pas tant que ça, quoi. Mais après, est-ce que moi, à l'instant T, est-ce que je changerais mes 20 d'exposition que j'ai enfin, que j'aurais sur une dizaine d'alt pour les mettre sur LTC maintenant? Pas forcément. En fait, ça dépend vraiment au cas par cas, tes alt. Si c'est des trucs qui tiennent, c'est des trucs qui tiennent pas du tout. Enfin, franchement, je le ferai pas. En fait, il faut vraiment regarder au cas par cas, quoi. Après, est-ce que c'est risqué? Disons que c'est pas risqué d'être en Litecoin, à mon avis. Parce que je pense que c'est un truc qui va avoir son ETF. Et je sais pas. Je pense que la question, c'est pas s'il va l'avoir, mais c'est plutôt quand il va l'avoir. De la même manière que l'Ethereum avec son ETF, avec le staking. Penses-tu que Ethereum va aller chercher son lot 2024 avant le Core PCE? Je sais pas. J'ai des ordres dessous. J'ai des ordres, peut-être que j'ai commencé à être fil d'ailleurs. Ouais, j'ai dû commencer à être fil. Mais d'ailleurs, en fait, on est venu le chercher, hein. Mais Ethereum, par contre, on peut. Alors là, on voit on est venu chercher 2100 sur Binance en tout cas. Mais alors c'est vrai que la structure sur Ethereum, elle est vraiment, vraiment pas belle. Là, en weekly, c'est vraiment pas beau. Bon, c'est un bad range, ok. Donc, c'est un support, ça s'achète. Donc là, on est plus sur une zone d'intérêt qu'autre chose, hein. Maintenant, c'est vrai qu'on peut toujours venir dans 1700, 1600 ici. Mais je veux dire, je vais me mettre sur une charte pour avoir tout l'historique. Non, c'est pas BTC, c'est Ethereum. Quand on met tout l'historique en crypto et que je mets les tunnels, la zone là, elle est idéale. On est dans le weekly. On est en train de. Bon, alors, ok, on est en train de break le 200 weekly, ce qui est pas fou. Mais tu vois, quand même, c'est une zone qui a donné de super retournements, que ce soit en août 2024, s'il veut bien charger, août 2024, septembre 2023, janvier 2023. On voit qu'à chaque fois, vraiment, c'est une zone, depuis le bottom, c'est une zone où on a eu de super retournements, de super continuations. Tu vois. Donc après, maintenant, le truc, c'est que quand tu regardes contre Bitcoin, on est toujours, voilà, et même contre Bitcoin, on est toujours dans une super zone d'intérêt, mais on n'est toujours pas en train de structurer quelque chose vraiment de convaincant. Et je pense que c'est un processus qui peut prendre énormément de temps. Moi, je crois toujours pas au retour, tu vois, en V-bottom, et ça, c'est un truc dont j'ai parlé dans les lives précédents, mais je n'y crois pas. Je crois pas qu'on puisse faire un gros mouvement. Je pense que les gens qui pensent ça, ils sont vraiment en délusion. Et à mon avis, il faut une bonne période de consolidation, alors qui peut durer. Et d'ailleurs, c'est pas que sur Ethereum contre Bitcoin, hein, c'est sur tout le marché. Mais alors, si je le clone, c'est la configuration de barre.
Il y en a certains, ça va peut-être pas leur plaire, mais admettons qu'on soit beaucoup plus proche du bottom que du top. Bah, tu prends quelque chose comme ça. Est-ce que ça va être aussi long? Bah, c'est possible. C'est-à-dire que c'est possible qu'on structure quelque chose comme ça et que ça prenne plus d'un an. Alors, de tendance potentiellement haussière, hein, mais que ça prenne plus d'un an pour se retrouver avec vraiment un truc beaucoup plus directionnel sur Ethereum contre Bitcoin. Parce que là, c'est pas le cas. Là, c'est pas le cas. Là, à court terme, on voit, là, à court terme, je reprends Bitcoin hein, parce que je vois le prix. On voit que on est c'est la bataille du pivot annuel, en fait. J'appelle ça la bataille du pivot annuel. Mais ça ne m'étonne pas parce que c'est un niveau qui est important à défendre. Ethereum, t'en penses quoi de l'order block mensuel? Bah, c'est une zone intéressante aussi pour se placer. Bah, de toute façon, regarde, si tu regardes, moi, c'est la zone où j'ai tous mes ordres. En fait, j'ai des ordres 2100, je crois que j'ai étalé jusqu'à 1007. 2100 jusqu'à 1007, j'ai étalé. En gros, tous mes ordres, ils sont placés ici, quoi. Parce qu'après, de toute façon, si on commence à aller plus bas sur Ethereum, ça veut dire que là, on pète quoi? On vient se break ce low ici? Non, j'y crois pas. Bah, là, en l'état, j'y crois pas. Si je le vois, je crois que ce que je vois. Donc si on y va, OK, mais là, pour le moment, je pense que, à mon avis, on aura au moins un rebond ici. On peut aller voir ce qui se passe sur les alts voilà, au niveau du spaghetti. On voit que les alts, quand même, ils sont en train de vraiment bien résister, hein. Quand on regarde le secteur IA Framework, bah, il est en train de structurer quelque chose qui est quand même plutôt pas mal. Moi, alors, dans cette chute, en plus, moi, j'ai racheté quelques trucs. J'ai racheté du i16Z ici, que j'ai gardé, parce que quand on regarde, bah, en fait, RAS, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une, comment dire? Autant pendant la période de range qu'on avait sur Bitcoin, où en général les alts performent, ils se sont éclatés la gueule. Bah, là, on a un Bitcoin qui sous-performe le reste du marché et on a des alts qui, à mon avis, comme on a des alts qui ont déjà pris moins 75, moins 80, moins 90 et bah, la correction, elle est potentiellement déjà terminée sur ces alts-là et là, on est potentiellement dans une, zone d'accumulation et c'est pour ça que, en fait, le passé ne détermine pas forcément le futur et il faut faire attention à toujours se fier à ce qui s'est passé dans le passé parce que le marché, il évolue et en fait, il faut s'y adapter. Donc là, le contexte qu'on a, c'est un contexte qui est assez inhabituel par rapport à l'historique, par rapport à l'expérience qu'on a. Donc en fait, on est obligé de s'y adapter parce que de toute façon, c'est à nous de nous adapter au marché et c'est pas au marché de s'adapter à nous. Donc là, le contexte, c'est on a un Bitcoin qui corrige, on a certains alts qui restent forts. À un moment donné, vous prenez une décision ou vous ne prenez pas une décision. Mais dans tous les cas, vous n'avez pas d'autre choix que d'accepter ce qui se passe. Vous ne pouvez pas faire autrement. Parce que si vous avez pris l'habitude de voir bah, un Bitcoin qui corrige avec des alts qui corrigent, quand c'est pas le cas, en fait, il faut se dire, ok, donc là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Moi, je vois un secteur, par exemple pour les IA agents, dont fait partie par exemple les frameworks, et je pense que c'est le plus important sur le secteur intelligence artificielle agentique. Je vois des assets qui ont perdu 80-90% de leur valeur, qui résistent bien et qui sont quand même potentiellement en train de marquer un bottom, tu vois? On est sur un support. Bah, moi, je me dis: «OK, je commence à prendre une petite exposition». D'autant plus que, il y a une espèce de résistance par rapport au DOM de Bitcoin. Ce que j'ai fait pareil, c'est sur Arc, je crois. Oui, c'est sur Arc, Arc Sol. Arc, c'est pareil, c'est quelque chose qui résiste plutôt bien. On avait aussi, Cookie, je sais. Cookie qui est en train de se alors Cookie, je vais essayer de prendre tout l'historique. Je pense que c'est sur Bitget, on doit voir plus. Ouais. Cookie qui structure quelque chose de super intéressant aussi. En plus, si je mets, hop, en plein dans sa ALZ, des setups intéressants sur les alts, il y en a pas mal. Après, maintenant, il faut être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sélectif, ça on l'a vu. Enfin, vous pouvez tout le monde peut le constater qu'il faut être beaucoup plus sélectif. Il n'y a pas tout qui peut pump. On n'est pas dans un contexte on n'a pas été vraiment dans un contexte d'euphorie. Enfin, on a eu l'euphorie avec le listing de Trump et d'ailleurs, ça a marqué le top, hein. Quand on regarde l'activité sur le Discord, vraiment le listing de Trump, c'est le pic d'activité. Et derrière, en fait, tout se pète la gueule au niveau de l'activité. Mais voilà, pour les alts, on peut revenir dessus. On voit qu'il y a une certaine résistance qui est indéniable par rapport à Bitcoin. Les Memecoin, même si c'est vrai que ça a un peu flingué le marché, mais on a quand même potentiellement une fin de correction sur les meme coins, que ce soit les nouveaux, que ce soit les anciens.
Qu'est-ce qu'il y a qui sous-performe? Alors on a les coins en proof of work, je pense que alors c'est Kaspa et Alephium, il y a pas grand-chose dans ce secteur-ci qui sont en train de sous-performer. Je sais pas si c'est Kaspa qui corrige. Ouais, Kaspa qui corrige. ALPH aussi, je pense. Pareil. ALPH qui est carrément, ouais, grosse correction sur ALPH. Mais là, justement, on est en train de revenir, ce genre de token là, on est en train de revenir sur des zones qui sont super intéressantes. Si c'est des trucs sur lesquels vous avez des convictions et c'est des trucs qui sont, bah, amenés à performer dans le futur, ça veut rien dire de dire ça parce qu'en fait, on n'en sait rien. Mais s'il y a quand même une certaine solidité, là maintenant, la seule chose qui est à attendre, c'est des structures, de l'accumulation et puis après on peut potentiellement repartir sur quelque chose. Maintenant, à mon avis, il faut aussi attendre que Bitcoin ait fini sa correction, ça c'est sûr. La DeFi, ça se maintient. Écosystème Solana, ça commence aussi à se maintenir, hein, ça fait plus de plus bas. Là, le constat, c'est que les alts restent quand même assez forts sur cette correction. Et se poser la question pourquoi, comment, c'est pas le but. De toute façon, on peut pas avoir la réponse. C'est simple, la réponse, on peut pas l'avoir. On peut faire des hypothèses, on peut se dire: «OK, c'est parce qu'il s'est passé ci, il s'est passé ça», mais juste on constate et on agit en conséquence, c'est tout. Ce qui se maintient le mieux, c'est le secteur qui a le mieux performé au début c'est les tokens qui ont le mieux performé post, élection et c'est ce secteur-là d'Inocoin donc c'est Litecoin, XRP, HBAR, XLM, TRX et ADA. Donc comme quoi les vieux tokens, quand même, se maintiennent vraiment plutôt bien. Je sais qu'il y a des nouveaux tokens qui se maintiennent aussi plutôt bien et je sais pas si j'ai pas une, template ici. Ouais, bah, qui se maintenaient plutôt bien. Les nouveaux listings qui sont super ça c'est un truc que j'ai déjà dit, sont super intéressants, ne serait-ce qu'en day trading, hein. Layer par exemple, on va virer Vegas. Layer qui forme une super structure ici. Alors on est revenu sur résistance, là on a une correction. Mais sinon, ça, c'est potentiellement en train de se retourner. Ou en tout cas, je pense qu'on est sur une fin de correction, on commence une range d'accumulation, pardon, sur ce genre de truc. Layer. Et c'est des projets qui sont en plus pas, à part peut-être Pi, parce que bon, voilà, Pi Network, bon, on en pense qu'on en veut. Pour moi, c'est un token comme un autre. S'il y a des setups à prendre, s'il y a quelque chose d'intéressant à faire dessus en termes de positionnement, je le ferai sans hésiter, c'est pas un problème. Mais quand vous regardez, par exemple, le IP, ça, c'est un truc qui a été complètement décorrélé du marché ces derniers temps. Listing récent, OK? Et on voit, on est dans une belle tendance haussière. Donc là, vous cherchez les creux, et il y a du positionnement à faire pour potentiellement aller plus haut. Là, on voit qu'on a le 1 heure qui tient bien la tendance. Bah là, si on vient ici, il y a du positionnement. Il y aura potentiellement du positionnement pardon, à faire où on zoome en time frame pour prendre une expo et pour viser plus haut. Donc voilà, on avait Pi, Bear Chain aussi, Bear Chain qui est super intéressant, qui était complètement décorrélé aussi. Et du coup, là, les 6 que j'ai observés, c'est K-Network, Pi Network, Storic Protocol, Solayer, Bear Chain et Kaito. Donc ouais, je pense que vous pouvez vous y intéresser. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? General élève. On va aller voir Solana, SolUSDT. Solana, on a break notre daily aussi, hein. Là, on voit un break du daily, c'est fini. Break du daily, break du pivot annuel aussi. C'est moche, hein, Solana. Là, on est dans notre tunnel 3D, donc EMA 200 3D. OK. C'est une zone qui est intéressante. On a le weekly qui arrive aussi, hein, dessous. On a notre weekly, il est à 100. Moi, je pense que Solana, on peut push en termes de target là, même si on est dans une zone intéressante, à court terme, il y a rien qui permet de nous positionner. Alors après, évidemment, à part sur du day trading, mais pour du positionnement plus pour du swing ou du long terme, là, il y a rien pour le moment. Il faut attendre que cette correction soit finie. En plus, on a récupéré, on a réintégré toute notre structure de range ici. Prochaine target, pour moi, si on n'arrive pas à se retourner dans cette zone, bah, la prochaine target, c'est sous les 100 points. Donc c'est sur le MA 200 weekly, ici. Et déjà, première chose à faire, c'est ce déséquilibre qu'on a sur cette candle, à mon avis, à venir chercher. Donc c'est sur les 109, 110, ouais, c'est ça, 110. En plus, on voit on en a une ici, on en a une ici, donc pas très éloigné. Et ensuite, on peut venir, là, on a break le first stop, on a break les 50% de retracement. À mon avis, on n'est pas loin de la RLZ, OK? Et pourquoi pas venir 79, ça serait une zone assez intéressante. Venir break, ce lot ici, là. 78, 79 et ça donnerait le milieu de la plutôt pas mal. Maintenant voilà, là c'est vraiment une target, on en est quand même pas mal éloigné, hein. C'est-à-dire qu'il y a rien qui nous empêche
de tenir ce range. D'ailleurs, je pense que ce serait plus intéressant qu'on tienne ça, ok? Potentiellement, hein, quand on regarde Solana, il est en train de faire... Peut-être que Solana est en avance sur Bitcoin, sur ce que va faire Bitcoin. À voir. Et c'est vrai que pour le moment, si on regarde contre BTC, je pense que Sol se maintient sur cette correction, hein, contre BTC, parce que, pareil, il y a une avance sur les alts. Et là, quand on regarde, on est quand même dans notre tunnel weekly. Peut-on avoir quelques-unes de tes templates et listes? Vous pouvez... Oui, je peux tout vous poster, mais je peux le faire à la fin. Il faut me dire exactement ce que vous voulez, comme template et comme liste, et je peux vous les donner, hein, ça c'est pas un problème. Qu'est-ce qu'on peut aller voir d'intéressant? Hype, qui est fort aussi. Hype, ça reste assez fort. C'est-à-dire qu'on est passé sous notre range ici. Petite déviation, là on réintègre. Bon, à court terme, la tendance, elle est toujours baissière, mais on voit que, contrairement à Bitcoin qui n'arrive pas à repasser au-dessus de son 15 minutes, Hype à court terme, là, il a fait sa déviation, il est revenu, il a réintégré son range, et là, il essaye de passer au-dessus, il essaye d'inverser sa tendance en essayant de passer au-dessus de son 15 minutes. Donc là, on est en train enfin, un range dans un range, enfin, on a réintégré notre range, notre grosse structure, ok. Et là, à court terme, on est en train de conso, pour, à mon avis, essayer de se retourner et venir chercher notre pivot annuel ici. Bon, alors, Sui, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y a plein de tokens comme ça, on avait Sui, on a AAV aussi qui était dans le même contexte, break du pivot annuel, break de notre daily aussi. J'avais comme target avec Sui, on est venu dans une de nos premières targets, alors je vais prendre tout le mouvement pour le FIB. Hop. Break du first stop, à mon avis, je pense que le zone d'intérêt, hein, ça va être la RLZ avec, on voit on a une belle structure ici. On n'est pas loin de notre tunnel 3D ici, EMA 203D, qui se trouve en plein RLZ, donc on a une belle confluence avec cette zone de support, notre EMA 203D, le sweet spot de notre RLZ ici. Donc c'est le point, c'est 1,8, 1,83. Je pense que si on a un petit push sur le marché ici, dans cette zone, c'est quelque chose qui va être intéressant. Donc c'est juste la localisation. Après, toujours pareil, il va falloir une consolidation ici, une belle structure. Et après, on pourrait se repositionner. Alors, n'hésitez pas à me donner vos tokens, hein, si vous voulez. C'est vrai qu'en termes d'analyse, c'est pas qu'il y a pas énormément de choses à dire, mais sur Bitcoin, je peux retourner dessus, hein. Mais en tout cas, moi, j'ai pas beaucoup plus de choses à dire que ça. Salut Ponzi, Yonet, s'il te plaît, les vidéos de tonton sur ce coin avaient des targets finales entre 10 et 20 compte tenu de ce qui se passe. Penses-tu que c'est toujours d'actualité? Alors, je vais montrer. Moi, pour le moment, je veux dire, je peux pas parler de target à 10-20, sachant là où on se trouve, parce que hier sur le truc que j'avais montré, et sur un outil que j'ai montré la dernière fois, c'était... Pourquoi il a disparu? Bon, je vais le faire à la main. Mais en gros, quand tu ancres une VWAP, comme vous avez vu dans mon live précédent, si j'ancre une VWAP depuis le début de cotation, je vais virer ça. Quand moi j'ai vendu, je suis parti quand on a break la VWAP, quand j'ai vu que la VWAP ne tenait plus ici, hein. Ok, par exemple. Et d'ailleurs, ça correspondait aussi avec le tunnel daily, tout ça. On avait le tunnel daily qui a cassé. Moi, je me suis barré. J'en avais pas mal, je me suis barré parce que voilà, tu peux pas garder un truc qui ne tient pas ça. Maintenant, le truc c'est que on est toujours en phase de correction. On voit qu'on est passé sous le support sur Yo. Quand tu regardes à court terme, bah la tendance elle est toujours bien orientée à la baisse, que ce soit un bon projet ou pas un bon projet. On voit que on a eu pas mal de cross momentum qui sont bearish. On voit notre 4 heures qui passe notre daily, on voit notre 1 heure qui passe notre daily, on voit notre 15 minutes qui passe notre daily, on voit il y a tout qui passe tout a passé le daily par exemple ici. En termes de cross momentum sur les moyennes mobiles, c'est pas fou. Là, on voit qu'on a quand même une période de conso avec une incertitude. On passe au-dessus du 15 minutes, on repasse en dessous, etc., etc. Là, on voit qu'on a quand même un token qui a ralenti dans sa correction. Ça colle avec le fait que les altcoins résistent bien par rapport à Bitcoin. Mais
on n'a pas de structure de retournement, on n'a pas encore de période de consolidation. On a peut-être un début de période de consolidation, mais pour le moment, je parlerai pas de target aussi élevé parce que c'est beaucoup trop anticipé. Je peux pas à 1, on est quoi? On n'est pas loin des 1 $. Je peux pas parler de target à 10, sachant qu'on est sous les prix, on est sur des plus bas. En fait, on est sur des plus bas de prix, donc tu peux pas. Pour le moment, je veux dire, le truc, déjà, ça serait d'avoir un bottom, de tracer, ne serait-ce que tu traces un Fibonacci, tu vois? Admettons que ce soit le bottom, tu traces un Fibonacci et les premières targets à les toucher, bah, ça serait ne serait-ce que le first stop, donc à 0,382, tu vois? Et encore avant ça, je veux dire, moi, en tout cas, avant ça, j'ai d'autres éléments qu'on devrait passer, ne serait-ce que le tunnel 4 heures et cetera. Ça, c'est beaucoup plus court terme. Mais je peux pas parler de 10 $, 20 non, c'est pas réaliste, en fait. Pour le moment, ça l'est pas encore. Si alors évidemment, si on se retrouve à avoir, une belle structure, accumulation avec, une belle structure bullish, me dire: «OK, on va peut-être, reprendre une tendance haussière dans les prochains mois». Pas dans les prochaines À mon avis, pas dans les prochaines semaines, mais c'est plus prochains mois. C'est-à-dire que après le genre de move qu'on a eu sur tout le marché, je pense que c'est ce qui serait plus sain, c'est d'avoir une période d'accumulation, une période de range de plusieurs mois, même si oui, on a consolidé sur des sommets sur Bitcoin pendant des mois, bah, là, on a un mouvement. De toute façon, un marché, c'est 80%, c'est en range. 80 du temps, c'est du range. C'est 20% de tendance et 80% de range. Donc ça, faut s'y faire. Et ensuite, voilà, on reprend une tendance et ensuite on peut faire des choses. Mais ça, à mon avis, ça va demander du temps, quoi. Est-ce que tu peux donner le first stop de Nvidia? Ouais, je peux donner le first stop de Nvidia. Alors déjà, c'est simple, hein, je vais te montrer déjà, tu peux prendre le first stop de tout le mouvement tu plusieurs façons de faire, hein. Il y a un first stop qu'on ira sûrement jamais chercher. Je peux prendre tout le mouvement depuis le début de cotation et tu sais quoi? Pourquoi pas, hein, en réalité. Regarde, au final, le first stop depuis tout le début de cotation, où est-ce qu'il se trouve? Bah, il est pas si long que ça. C'est un prix qu'on a vu il y a pas long et c'est un prix qu'on a vu il y a pas longtemps, qu'on a vu il y a 1 an. Donc le first stop, il est là, hein, il est à 95 et c'est quelque chose qui est tout à fait crédible. Parce que ça fait quoi? Ça fait une chute de combien? Ça fait une chute de 23 22. Moi, ça me choque pas. Sachant en plus, quand tu regardes la structure actuelle, bah, ça ressemble quand même pas mal à un top. Ou en tout cas, on a quand même quelque chose qui ressemble à une tendance qui veut s'inverser. Là, alors là, c'est vraiment le dernier, à mon avis, c'est d'ailleurs le dernier palier. On peut mettre un tunnel, notre tunnel daily, on l'a déjà, mais on peut mettre notre pivot annuel aussi sur Nvidia. On l'a ici, 111,50 et on est dans notre tunnel daily. Et je pense qu'il y a pas mal de choses, qui sont dans le daily. Bah, le SP, de toute façon, si on regarde le SP, il est dans le daily, il me semble. Donc c'est quand même un endroit où si on veut avoir une continuation de tendance, c'est un des derniers endroits là où on peut marquer un low pour repartir plus haut. Mais en tout cas, là, on est vraiment dans un point important, quoi. C'est un point qui est important, le daily. On voit que le daily arrive souvent à tenir la tendance et que quand on a un break du daily, derrière, quand même, on a souvent une belle correction. Et je pense que voilà, que ce soit le SP ou le Nasdaq, on est pour les deux, on est sur cette zone-là. Zone qui est intéressante pour tenter d'avoir un retournement de tendance à court terme. On peut regarder sur Nasdaq en parallèle, ça nous conduirait où? Bah, c'est ce que je viens de faire, non? Si Nvidia chute de 23, qu'est-ce que Yo est c'est un beau projet avec des vraies rentrées de cash, et cetera. Parfois, le marché est vraiment chelou à ne pas récompenser les vrais business models et surcapitalise un Trump, par exemple. Ça m'énerve trop ça. Notre marché n'est pas crédible mainstream pour l'instant à cause de ce genre de délire. Ouais, il faut l'accepter. Salut Ponzi, peux-tu me dire comment tu affiches la VWAP comme tu le fais là? Ouais, je peux te montrer. Tu vas sur ton actif. En fait, tu viens. Bon, il y a des indicateurs pour le faire automatiquement, mais pour ancrer une VWAP, tu viens ici. OK, donc c'est 1, 2, 3, 4, c'est le quatrième ici, en partant du haut. Enfin, c'est l'outil projection, en fait. Et tu viens sur VWAP ancré ici, donc basé sur le volume. Là, tu as l'outil sur ta souris et par exemple, pour ancrer une VWAP, ce qui est intéressant, c'est vous mettez sur soit, donc vu que c'est une moyenne mobile qui va être pondérée par le volume, soit vous vous mettez sur ce que vous pouvez faire, c'est soit vous vous mettez sur les gros points où on a eu pas mal de volume d'exécutés, mais en général, ça va être aussi les niveaux
Donc previous weekly low, previous weekly high, ce genre de choses. Par exemple, si on se met ici sur notre previous weekly high, donc c'est vraiment le début de la tendance baissière. Bah, en fait, c'est le début de la tendance baissière, c'est la TH. Mais vous avez des lows intermédiaires, enfin vous avez des highs et des lows intermédiaires. Si on prend celui-là, voilà. Là, vous avez votre VWAP. Et comme le prix est quand même bien étendu par rapport à votre VWAP, vous pouvez venir dans vos settings et vous pouvez mettre vos déviations. Donc là, ça veut dire que ça va être des extensions de votre VWAP. On va virer, hop. Ça veut dire ça va être des écarts types de votre VWAP et vous pouvez vous guider. Donc ça va être de bonnes localisations potentiellement pour agir. Là, on voit que notre VWAP tient le prix. Et après, ça va être les extensions potentiellement qui vont tenir le prix. En général, les extensions sont moins puissantes que la VWAP, mais elles peuvent quand même être assez utiles. Là, on voit qu'on a des tentatives de retour à la moyenne, parce que votre moyenne, ça va être VWAP. Et après, au plus vous êtes éloigné, au plus vous allez avoir, à un moment donné, des chances d'avoir des retournements de tendance pour revenir à votre moyenne. Parce que les prix les actifs qui partent comme ça, vraiment en excès, on va avoir ce qu'on appelle du mean revert, où vous allez avoir justement ce retour à la moyenne, et c'est là où vous pouvez faire du contre-tendance. Et ce qui se passe, c'est qu'au plus vous vous éloignez, au plus, avec le temps qui passe, vous allez avoir des chances de revenir à cette moyenne. Et là, par exemple, ce que je sais, c'est qu'il y a pas mal d'acteurs qui essayent de se positionner pour avoir des retours à la moyenne. Alors, tout le monde utilise des façons différentes. On va pas tous avoir les mêmes façons de jauger quel est notre point central, notre moyenne. Mais VWAP, en tout cas, c'est un des outils les plus utilisés, ne serait-ce que par les instituts que par les algos de trading justement pour faire ça. Vous allez souvent avoir de la distribution, soit de l'accumulation, soit de la distribution autour de VWAP. Et donc voilà, par exemple, vous pouvez vous guider du fait qu'on soit en train de naviguer entre deux écarts types, qui vont pas forcément être respectés vraiment précisément. Mais le simple fait, hier j'étais en day trading et j'ai pris un short, par exemple, quand j'ai vu qu'on était repassé, parce que ma tendance de fond, elle est baissière, donc moi, ce que je privilégie, c'est un positionnement short. Et le fait qu'on soit repassé au-dessus de cette déviation ici et qu'on échoue à rester au-dessus, qu'on réintègre, on reteste, short, rentrer en position, ok. Vous prenez moi, ce que je fais à court terme comme ça, pour déterminer mes valeurs de stop, je vous le donne, ce que j'utilise, c'est l'ATRP. ATRP, donc en plus, moi, je suis en 1 minute. Vous prenez ATRP ici, c'est pas celui-là, c'est voilà, ATRP. Et donc là, vous prenez vos valeurs d'ATRP. Moi, je prends 0,20. Par exemple, là, c'est une journée à 0,25. 0,25 où vous laissez peut-être une marge supplémentaire, parce que 0,25, c'est quand même assez peu. Je prends 0,25, 0,3, ça va être mes valeurs de stop loss, par exemple. Moi, je vais avoir, voilà, moi, mes stop loss, ils vont être basés sur la volatilité. Donc, je prends soit la TRP, soit, pour être plus confortable, un multiple de la TRP qui est en pourcentage. Donc là, pour afficher la VWAP, j'ai répondu. Au niveau de la lecture de l'indicateur tunnel Vegas, une tendance baissière, ça se matérialise par un cross des tunnels LTF sur les tunnels HTF. En fait, tu peux utiliser les deux. C'est-à-dire que l'idée des tunnels, c'est que c'est un indicateur. Au final, c'est simple, hein, parce que c'est un indicateur que tout le monde connaît et souvent tout le monde maîtrise. Parce que c'est simplement des moyennes mobiles. En gros, vous allez avoir, je vous montre les paramètres, vous allez avoir 3 tunnels, 3 moyennes mobiles, ça va être 144, 200 et 233. Dans l'indicateur de base, en gros, les moyennes mobiles, c'est 144, 169, 233. Moi, j'ai modifié ça parce que le MA de 200, c'est une des moyennes mobiles qui est les plus utilisées. Et pour moi, ça faisait pas sens de mettre, ça avait pas sens de mettre 169. Donc moi, j'ai mis 200. Et en fait, c'est une vieille stratégie qui a été développée par un trader, je sais plus exactement comment il s'appelle. Mais à la base, la stratégie, c'est juste les EMA 144 et 169, il me semble. Et en gros, ce qui a été fait, en fait, on a adapté ça juste en faisant un système de plusieurs moyennes mobiles affichées sur des time frames différents. Parce que
Comment dire? Bah, parce que ça permet en fait, vu que les moyennes mobiles sont une simplification du prix, ça permet de regarder des moyennes mobiles en ayant donc ça permet d'avoir une simplification du prix, mais d'avoir quand même une avance par rapport à ça, quel que soit le time frame qu'on regarde. C'est-à-dire que quand vous avez votre daily qui va cross votre quand vous par exemple pardon, quand vous avez votre 1 heure qui va cross votre 12 heures par exemple, le signal, il est en retard, OK? Parce que les moyennes de toute façon, les moyennes mobiles et quasiment tout indicateur technique est en retard. Mais vous avez quand même ce visuel avec une avance où vous avez votre 15 minutes qui cross votre 12 heures, votre 5 minutes qui cross votre 12 heures. Donc au plus vous regardez, un time frame qui est plus petit, au plus vous avez une avance sur ce retard que vont avoir les moyennes mobiles. Donc il faut toujours se dire que les moyennes mobiles sont une simplification du prix. Il y a un retard dessus. Et est-ce que vous en avez besoin pour trade? Non, pas forcément. Vous pouvez aussi simplement regarder le prix. Mais moi, en tout cas, moi, ça m'aide, ça me permet de garder, un certain confort visuel au niveau de cette lecture. OK? Et parce que je sais aussi que, surtout le MA200, ça va être, une moyenne mo ça va être un indicateur qui va être, très utilisé, que ce soit genre, sur des trading algo ou même par, absolument enfin pas par tout le monde, mais par beaucoup de personnes. Du coup voilà, pour répondre à la question, tu peux utiliser les tunnels, en tout cas, il peut être utilisé comme ils peuvent être utilisés comme zone de localisation et ou comme, signaux momentum. C'est-à-dire que ce soit un prix qui crosse un tunnel, c'est une indication. Que ce soit un tunnel qui va cross un autre tunnel, c'est aussi une indication. Et ça va aussi te donner un sens, ça peut te donner aussi un biais. C'est-à-dire que pour moi, depuis qu'on est repassé moi je vous l'avais dit en live, mais moi c'est depuis qu'on a repassé donc, déjà là, faut que je le remette, volume profile. Depuis qu'on est repassé, je vais le tracer, vu que j'utilise beaucoup de Confluence. Depuis qu'on n'a pas réussi à rester au-dessus de la value de ce volume profile ici, donc moi, c'est fin janvier, je suis sorti. C'est-à-dire que moi, j'ai quasiment réduit mon exposition au marché crypto à zéro. Alors pas à zéro zéro, genre je suis exposé à 5 un truc comme ça, mais j'ai quasiment tout vendu. Je me suis pris une réexposition ici, parce que je me suis dit: «OK, on va peut-être avoir ce short squeeze et revenir». Force est de constater que non, on l'a pas eu, donc en fait, je suis ressorti. Mais dès le moment où on n'a pas réussi à rester au-dessus de notre volume profile ici, pour moi, c'est qu'il y avait cette réintégration qui était, faisable. C'est ce qu'il y a eu. Mais en plus de ça, quand on regarde, on est repassé sous notre tunnel 4 heures et qu'est-ce qu'on sait? C'est que en général, donc, tunnel 4 heures, la simplification, on pourrait dire EMA 200 en 4 heures parce que c'est le centre du tunnel Vegas. Mais depuis qu'on repasse dessous et qu'on voit qu'on réussit pas à repasser au-dessus, bah, pour moi, ça veut dire que la tendance, elle est plus très orientée à la hausse, quoi. Et là, c'est ce qu'on a vu, c'est-à-dire que là, on a essayé, donc on a eu le gros move le 3 février. Là, on reteste, on passe pas au-dessus. On a eu toute cette zone de range où on a une tentative, une seconde tentative, une troisième tentative. À chaque fois, on est rejeté. Quand vous voyez ça, bah, c'est là où vous pouvez vous dire: «OK, je panique». Bah, c'est toujours pareil, c'est if you have to panic, you have to panic early. Bah, vous avez ce genre de refus de passer au-dessus de vos moyens termes, cassez-vous. C'est ça, en fait, c'est vraiment, à un moment donné, il faut se dire: «Bah, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à ne pas être dans le bon sens de la tendance?» parce que c'est ce qui se passe, en fait. Vous êtes pas dans le bon sens de la tendance. Vous avez le prix qui est sous vos EMA et si vous zoomez, donc si vous passez 1 heure, 15 minutes, là, l'idée des Vegas, c'est de toujours montrer vos moyennes mobiles dans la bonne UT, sachant que vous allez changer de time frame et ça bouge pas. Donc là, le 1 heure ça reste de l'affichage d'une EMA 200 si on était sur une unité 1 heure. Mais je suis sur une unité 1 heure, mais si je passe en 30 minutes, elle va rester au même endroit. Elles vont toutes rester au même endroit. C'est ça l'intérêt de l'indicateur, surtout. Mais là, vous voyez qu'on réussit même pas à passer le 1 heure. Il y a des moments où on a des tentatives, on réussit quand même pendant un certain laps de temps, mais on repasse en dessous. Donc c'est vrai que, de toute façon, au plus vous allez réduire en time frame, au plus vous allez avoir une propension vous allez avoir une propension à votre prix de repasser au-dessus de nos tunnels. Là, ce qui se passe aussi, c'est qu'on repasse au-dessus on a le 15 minutes qui est en violet ici,
on repasse au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. Ça, c'est normal, c'est parce qu'au plus vous allez descendre en time frame, au plus vous allez avoir de bruit. Et de toute façon, au plus vous allez descendre en time frame, au plus votre tunnel, il va être, votre MA200 va être sensible. Et de toute façon, voilà, là aussi, quand vous avez ce genre de contexte où là, par exemple, ça va être un range qui va être plus délimité entre, là, on a le 12 et on a le 4. Mais dès le moment où vous avez donc votre haut de range, ça va être le 4, votre bas de range, ça va être le 12. Quand vous avez l'un des deux qui break, OK, on a de break et surtout derrière, on n'a pas de réintégration. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir un break de tunnel avec des tunnels beaucoup plus, donc des EMA beaucoup plus court terme qui maintiennent votre prix à la baisse. Dès le moment où vous avez ce genre de contexte, c'est le contexte qu'on a eu en mai 2021, c'est rédhibitoire, c'est votre prix, c'est pas crash, mais votre prix, il a, une direction, on prend un mouvement directionnel on prend un mouvement qui est fortement directionnel. Par exemple, ce qu'on aurait voulu quand on est passé au-dessus du 4 heures ici, ce qu'on aurait voulu, c'est d'avoir des tunnels court terme qui tiennent la tendance et idéalement que ce soit le 15 qui tienne la tendance. Quand vous avez, vous pétez le 4, le 15 il arrive même pas à passer au-dessus du 4. Ce qui se passe, c'est qu'on réintègre, on revient sur le 15 et le 15 ne tient pas. Bah ça, c'est un signe de vente, c'est un signal de vente. Ça, il faut pas rester en fait. Ça, c'est les signaux, vous pouvez les avoir un peu plus en avance où là, votre prix, bah, il décide de ne pas tenir ses moyennes court terme. Donc quand vous avez un prix qui ne tient pas ses moyennes, pas ses moyennes moyen terme et pas ses moyennes court terme, c'est que, il y a de la faiblesse. Au niveau de la lecture de l'indicateur Vega, ça je viens de répondre. Si tu en as pas parlé, mais j'avoue avoir été discret sur le corps PCE, à quoi peut-on se préparer pour cette jouer un rebond, jouer un bond ou une continuation baissière? Moi je pense Enfin, je pense que déjà, moi, je trade pas avec, par exemple, les news échos. Je vais être, en général, sur les news échos comme ça, je vais être juste assis sur mes mains. Mais, moi, ce que je pense, mon avis, hein, c'est en plus, vu ce qu'il y a sur Trueflation et cetera, je pense pas que le corps PCE, il va être, si mauvais que ça. Enfin, je pense que il y a plus de chances d'avoir un corps PCE qui est sur le forecast ou sous le forecast parce que j'ai l'impression qu'il est quand même bien élevé par rapport à la réalité. Après, je me trompe peut-être et puis après, c'est vrai que la macro, c'est pas non plus énormément mon truc. Mais je pense qu'il y a des chances qu'on ait un rebond. Alors après, s'il est mauvais, on va continuer à la baisse. Moi, je pense qu'on va être sur le forecast. À mon avis, on va être sur le forecast et on va avoir. Alors, c'est ce que price le marché, mais on risque d'avoir un rebond, sachant à quel point on est quand même étendu dans ce mouvement. Quand on regarde par exemple mon capitulation score, l'indicateur que j'ai fait, hein, en daily, quand vous avez. Alors, je vais virer ça, je vais virer ça. Quand on regarde le niveau auquel on est, c'est-à-dire qu'on est à 4 écarts types de la moyenne. On est même à donc là, on baisse un peu, mais on est venu à 4 écarts types de la moyenne. OK? Là, on est à 3,89. Si on compare avec le covid en daily, on est presque au niveau du crash covid et en daily, à chaque fois qu'on dépasse les deux écarts types ici, en général, on a des bottoms. Donc là, par exemple, c'était point de retournement. OK? Là aussi ici. Ici aussi, hein, c'est des bottoms court terme. On voit que là, ici, par exemple, on était à 3 écarts types. On a eu une période de consolidation avant d'aller plus bas, bien sûr. Et c'est parce que, justement, c'est ce que je dis, hein, c'est qu'on peut tout à fait venir plus bas en faisant une divergence, hein, sur le capitulation score. Mais moi, je dirais pas, enfin, comment dire? J'irais pas forcément chercher des shorts ici, quoi. Alors, en court terme, en intra, bien sûr, hein, on peut voir rebond, si on revient sur une VWAP parce que le flux, il est baissier toujours, hein, suivi de tendance. Mais moi, en tout cas, j'attendrais de voir le corps PCE. J'attendrai le corps si c'est 0,4, c'est mauvais. Si c'est 0,4, à mon avis, on peut avoir une accélération, enfin une continuation de cette accélération à la baisse parce que c'est ce qu'on a. C'est ce qu'on a. On a un angle qui est de plus en plus aigu ou obtus, je sais pas, je sais plus. Je l'avais mesuré en plus. De quoi je voulais parler? Donc non, c'est pas ça. Oui, même si je le regarde pas tant que ça aussi, bon alors c'est pas que ça veut rien dire, mais quand on regarde en daily sur le RSI, on est survendu.
Bon alors on peut continuer à creuser, mais quand même on est sur des niveaux de RSI qui sont quand même assez bas, quoi. Ça veut pas dire qu'il faut se mettre à acheter maintenant, hein, parce que on peut continuer et justement, c'est-à-dire que pour ceux qui utilisent le RSI et pour se placer, pourquoi pas, justement attendre une divergence? Parce qu'on sait que les divergences, haussières sur le RSI fonctionnent quand même plutôt pas mal pour du positionnement. Donc moi si pour me positionner à moyen, long terme, je suis pas pressé non plus, je voudrais avoir beaucoup plus de développement dans cette zone ou plus bas. Mais le moment quand on regarde la divergence, on a eu une belle divergence, baissière sur le RSI ici sur le sommet. On aura pourquoi pas une belle divergence haussière sur un potentiel bottom ici. Mais c'est pour ça que ça commence à être un peu tard pour vendre son expo, pour vendre son spot, par exemple. Alors attendez, j'ai vu qu'il y avait une question je crois que c'était Général Élève. Les points pivots, j'ai une vidéo à vous faire sur les points pivots. Mais en gros, le calcul, ça va être ça. Ça va être point pivot égale prix le plus... Alors attendez, ce que je vais faire, c'est... Je vais mettre comme ça. Donc, le point pivot, ça va être le prix le plus bas de la veille, plus le prix le plus haut. Donc en fait, ça va être previous daily low, plus previous daily high, plus prix de clôture. Ok, et donc on additionne ça et on divise par 3. Et ça vous donne le point pivot. Donc quand je prends alors là j'ai tous les points pivots, mais d'ailleurs, alors je vais vous montrer plutôt l'indicateur pivot point standard. Voilà. Là, j'ai les pivots, on va mettre donc traditionnel, time frame, daily. Ça ressemble à rien, c'est normal. Là, on va se mettre en 5 minutes pour que ce soit plus lisible. Là, j'ai pris l'indicateur de base de TradingView. On va mettre notre pivot, parce que c'est le point le plus important, en violet. Ok. Et donc vous avez le calcul que je viens de vous montrer, c'est pour calculer le point pivot. Et ensuite, vous allez avoir des extensions de ce point pivot. Donc des niveaux de support. Ok. C'est un multiple qu'on rajoute et des niveaux de résistance. Et du coup, cet indicateur, il peut vous servir pour déterminer des points de support-résistance et il peut vous servir de déterminer aussi votre biais intraday. C'est-à-dire que quand vous avez votre prix, il est sous votre pivot, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez chercher déjà, vous avez votre direction qui est baissière et vous pouvez utiliser les points pivots comme niveau de support-résistance pour localiser des trades, ok, donc zone de trade. Et vous avez aussi, quand on break donc le fait de break des niveaux, c'est aussi des signaux momentum, pardon. Donc ça peut à la fois servir de localisation ou de signal momentum. Là, on voit qu'on on a ouvert la journée sous le pivot, donc sous le point pivot, donc c'est déterminé par le niveau de la veille. On voit qu'on ne réussit pas à passer au-dessus. Enfin, déjà, on est rejeté directement. On arrive sur S1, on passe sous S1, on reteste S1 et on passe de S1 directement à S2, etc. Et là, on est passé sous S2 et on voit qu'on a échoué à repasser S2. Donc potentiellement, déjà, on est revenu sur S3, mais on peut, pourquoi pas, chercher des shorts dans cette zone pour target S3, etc., etc., etc. Et de la même manière que pour VWAP, par exemple, c'est-à-dire qu'au plus on va être étendu dans les extensions de pivot, parce qu'en fait, c'est des extensions du pivot principal, au plus on va avoir à un moment donné, de chances d'avoir un retour à la moyenne. En général, quand vous êtes entre S2, S3, c'est plus après c'est entre S3 et S4 où en général vous allez avoir plus de chances d'avoir retournement pour venir là. Moi, j'irai pas chercher de retournement de tendance avant qu'on soit entre S3 et S4. Si j'utilisais parce que j'utilise pas les points pivots en daily, parce qu'après il y a des indicateurs techniques, il y en a un paquet et c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de tout utiliser, il faut juste utiliser des choses avec lesquelles on est à l'aise. Moi, les pivots, ce qui m'intéresse surtout, c'est les niveaux trimestriels et annuels. Même si tous peuvent avoir une certaine pertinence, après il faut trouver des outils qui nous conviennent. Et par exemple, vous pouvez les utiliser en weekly. Et là, ce qu'on peut voir, alors je vais virer celui de TradingView parce que moi je préfère
mon affichage à moi, je vais mettre les weekly avec mon indicateur. Je vais garder juste weekly, enlever celui-là. Mais là c'est les niveaux, donc ça va être pareil, mais avec les niveaux annuels ça va être calculé avec les niveaux annuels au lieu d'être calculé avec les niveaux trimestriels. Mais là, quand ça veut dire que ça, c'est niveau hebdo, pardon, pour le coup. Donc ça vous donne votre direction pour la semaine. Donc comme on a ouvert la semaine, on était sous le pivot annuel, sous le pivot hebdo, pardon. Bah, votre contexte, vous pouvez vous dire, ok, on est baissier. Et donc là, on était sous le pivot hebdo. Bim, on passe au premier support qu'on break, on passe au second support qu'on break, on passe au troisième support qu'on break. Et là, bah, ils sont même pas calculés sur mon indicateur. Vous voyez, le mien, il va que jusqu'à S3. Donc là, on doit être pas loin de S4. On doit être pas loin de S4. Donc oui, on est quand même sur la semaine, on a bien entamé à la baisse, quoi. Et vous pouvez faire pareil pour niveau mensuel, trimestriel et annuel. Et ce qui est intéressant, en fait, l'intérêt de ce genre d'indicateur, c'est que c'est des trucs qui sont enfin, c'est très simple à interpréter et c'est le marché qui vous les donne. C'est-à-dire que vous avez tracé, c'est vraiment automatique. C'est des indicateurs qui sont, pour moi, c'est purement objectif, en fait. Parce que vous pouvez pas remettre en question ces niveaux, ils sont calculés automatiquement avec une formule. Vous n'avez pas à les tracer. Donc ouais, pivot. Peux-tu faire un tour des zones liquidation qui restent au sud sur Bitcoin? Ouais, alors je peux aller voir. Moi, j'ai pas là directement, je sais pas si j'ai l'accès à. Je suis pas connecté sur iBlock, mais par contre, je peux aller voir sur Alfractal. On peut aller voir directement la heatmap ici. On voit qu'on est en plein dans une zone. Et justement, on a des liquidations jusqu'à 75. Là, en tout cas, sur Alfractal, il me dit jusqu'à 75 000. Là, on est dans une poche. Donc pourquoi pas venir nettoyer jusqu'à 75 285. Et sinon, c'est vrai que ce qui est bizarre, c'est qu'il me dit rien jusqu'à 100, ce qui est étrange. C'est pour ça que c'est vrai que les liquidations level, liquidations map, en fonction des sites, j'ai l'impression qu'il y a quand même une grosse différence et je sais pas qui est le plus pertinent et qui est la meilleure méthode de calcul. Parce que si on regarde là, on a quasiment rien sur toute la zone qu'on vient de travailler à la baisse. Ça voudrait dire qu'on n'a pas de liquidation jusqu'à 100K. Et pour moi, ça me semble bizarre, en fait. Je pense que, par exemple, si j'utilisais, moi, c'est pas des trucs que je regarde, hein, forcément. Je préfère juste, pour moi, pour les liquidations, je sais qu'en général, c'est juste, les liquidations, en général, elles se trouvent au même niveau que les stops derrière les high et low, quoi. C'est pour ça que je regarde pas énormément ce genre de data parce que c'est quand même super expérimental. Là, ça nous dirait que le plus gros des liquidations, il se retrouve au-dessus enfin, liquidation short se trouve au-dessus des 100K et j'ai un doute sur ça, tu vois? Maintenant, ce qui est indéniable, c'est qu'il y a beaucoup plus de liquidations short que long, mais il y a pas enfin, j'ai pas besoin non plus de. C'est un truc que je dis depuis un moment et d'ailleurs j'avais regardé sur ça, hein, pour le savoir. On le voit au delta qu'on a ici, mais de toute façon, il y a pas besoin d'avoir un outil pour s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'au plus le prix chute, au plus les gens vont avoir une propension à short. Donc de fait, il y a beaucoup plus de liquidation. Après, est-ce que ça veut dire que forcément on va avoir un short squeeze? Pas forcément, quoi. Parce que c'est justement ce qui avait été dit dans ce que j'avais dit, dans les lives précédents en regardant la liquidity zone sur Alfractal, c'est que dans notre range ici, on avait beaucoup de positions short qui s'ouvraient et on pouvait donc si on a un mouvement de retournement à la hausse, avoir un short squeeze. Mais le truc, c'est qu'on l'a pas eu et c'est pas parce qu'on a beaucoup de shorts qui s'ouvrent que forcément on va aller liquider. Parce que pour aller liquider ces shorts ou ces longs, hein, peu importe le sens, il faut que le marché se retourne dans le bon sens pour aller les liquider. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas parce qu'on a des zones de liquidation qu'on va aller chercher ces zones de liquidation. La nuance, c'est on a des zones de liquidation. Si on va chercher ces zones de liquidation, alors on aura potentiellement une réaction. Mais c'est pas parce qu'on a les zones de liquidation qu'on va forcément aller chercher les zones de liquidation. Je sais pas si vous comprenez la nuance au niveau de l'interprétation. OK? Il marche comment exactement tes points pivots dont tu t'as parlé au début du brief? Ça, je l'ai dit. Dip Ponzi, vu la force de Litecoin dans ce dip et dans l'éventualité où BTC reviendrait à 92, ce qui correspondrait à une hausse de 15%, pourrions-nous tabler sur une hausse de 20 à 30% sur
LTC, BTC. Franchement, c'est tout à fait possible. Moi, je suis assez surpris, enfin, je suis pas assez surpris, mais je trouve que Litecoin est un token qui est plutôt convaincant dans toutes ces phases de marché qu'on a eues. Et il est solide. Litecoin est super solide. Quand on regarde, je crois que c'est sur USDT. Quand je prends BTC, je mets BTC. Donc là, on a BTC USDT et on a Litecoin sur les candles. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a un Bitcoin qui chute sur ce move du 25 au 27. On a un BTC qui est en tendance baissière et Litecoin est solide. C'est-à-dire que Litecoin s'est apprécié à ce moment-là. Donc on a quand même un asset qui résiste plutôt pas mal, quoi. Et donc on pourrait tout à fait avoir un Bitcoin qui vient sur ses 75 000, donc sur son first stop, et un Litecoin qui simplement revient en bas de range comme ça, tranquille. Et du coup, qui repart à la hausse et qui se retrouve à être en position de force si le marché rebondit de manière globale. Bah non, sur les agents IA, tu peux pas mettre un gros sizing. Tu peux pas mettre un gros sizing, non. Soit tu te mets en accumulation, soit tu risques pas grand-chose. De toute façon, c'est des trucs qui ont de toute façon, déjà, tu trades pas. Enfin, moi, j'ai pas besoin de mettre. T'as pas besoin de mettre du levier sur ça, déjà. Et tu sais que c'est des choses. Regarde Arc, ce que je l'ai là. Pour le moment, Arc, tu prends Arc, ce qui est assez facile à faire. C'est pas forcément facile à faire. Mais tu as un asset qui va de sa value basse à sa value haute. Bon, là, on a perdu un peu en momentum. Mais sinon, ton range, il est super bien défini. Tes invalidations, tu les as. Tu as ton bas de range, ton haut de range, et tu achètes ton bas de range et tu revends ton haut de range. Et s'il advienne que tu breaks ton bas de range ou ton haut de range, bah tu sors. Mais ton range, il est super bien défini. Sur AI16 Easy, ça doit être pareil. En beaucoup moins volatile d'ailleurs. Mais là ton bas de range, de toute façon, tu sais que si on pète ça, à mon avis, on va avoir une continuation baissière. Et d'ailleurs, il y a des niveaux. Alors, on a des niveaux ici, mais là, j'ai pas toute la charte. Mais à mon avis, il y a plein d'autres niveaux qui sont en dessous. Mais là, pour le moment, on est en train de temporiser et on est potentiellement en train de marquer un bottom ici. En tout cas, là, pour le moment, c'est des assets qui sont en position de force par rapport à Bitcoin. Mais je veux dire, s'ils sont en position de force, c'est parce que derrière, ils se sont pris une tollée monumentale, quoi. Là, on est sur quoi? On est sur intervalle de prix, moins 90% de correction. Après moins 90%, alors après 90%, on peut encore faire moins 90%, hein. Et ça, c'est tout à fait possible. Mais moi, quand je vois Bitcoin qui est sur ses 80 000, donc qui est pas loin d'un des derniers, un des derniers niveaux assez importants, 75, 73, 75, moi je me dis, bah là, on peut, sur ce genre de truc, on peut commencer à prendre du risque. C'est pour ça que j'en ai pris. i16Z, j'en ai pris un peu là. C'est pas une grosse exposition, tu vois, parce que si on perd, alors 100% non, mais si tu perds encore 90% sur ce genre de truc, tu te retrouves à 0. Ouais, tu te retrouves à 0.03, 0.04. Ça veut pas dire que c'est impossible. Rien n'est impossible. Mais je pense que il y a beaucoup moins de risques à s'exposer maintenant sur ce genre de truc que en plein pendant le range qu'a fait Bitcoin. Tu vois. Voilà, pareil, là c'est à Yagent aussi. Pipin. Je veux dire, voilà, la tollée que ça s'est pris. C'est maintenant qu'il faut. Je veux dire, c'est dans ce genre de contexte-là que je veux prendre mon exposition plutôt que il y a un mois. Tu vois, là, je trouve que le risque, il est beaucoup moins élevé maintenant quand on est dans une phase de consolidation, tu vois, que tu vois, il y a 1-2 mois, tout le monde en voulait. Dire, bah non, on est revenu où? On est même sous les 0,886 sur ce genre de truc, tu vois. Et maintenant, enfin, le truc, c'est que moi, j'en vois maintenant qui sont là, qui sont plus. Comment? Je perds mes mots. Ils sont là, ils hésitent à prendre du risque, et cetera. Bah, c'est plus maintenant que quand tout le monde se chie dessus qu'il faut prendre du risque, je suis désolé. Ou en tout cas, essayer d'en faire, essayer d'en prendre. Alors, la TRP, tu prends celui-là, ATRP. En fait, la TR, c'est ça, c'est cet indicateur-là, moyenne de la vraie amplitude. Le problème, c'est que il est pas donné en pourcentage sur TradingView. Du coup, vous prenez ATRP. Merde, c'est ici, ATRP. Il y en a plein, mais en fait, hop, je sais pas pourquoi je les ai pas dans mes favoris. Vous prenez celui-là, Average True Range Percentage, et mince. Et du coup, là, vous avez la valeur en pourcentage. Le truc, c'est qu'il vaut mieux, si vous utilisez l'ATR pour vos stop loss, il vaut mieux. C'est des tests qu'il faut faire. Par exemple, là,
on est sur un ATR de actuellement, on est sur un ATR de 0,15. Moi, je dirais pour être confortable, plus prendre un multiple de l'ATR. Parce que vous voyez, en 1 minute, on passe très vite de 0 on peut passer très vite. Bon, on est sur des journées qui sont volatiles, mais on peut passer très vite de 0,15 à 0,5. Donc selon le time que vous prenez en termes de positionnement, plutôt prendre un multiple. Mais d'ailleurs, il y a plein d'indicateurs qui sont basés sur l'ATR, plein d'indicateurs qui sont utilisés pour les stop loss justement. Par exemple, si on prend ATR stop, je pense que ouais, il doit y avoir ça. Je pense qu'il y a plein d'indicateurs comme ça qui sont basés. Non, c'est pas ça. Par exemple, si je prends le super trend qui peut être utilisé pour faire du trailing, il est là, super tendance. Ça, c'est un truc que je vous ai montré dans plusieurs lives déjà. L'indicateur super trend qui peut être utilisé justement pour faire du trailing. Là, on voit que il aurait mal fonctionné hein, parce que on a été, la position, enfin une position qui aurait été prise et avec laquelle on aurait utilisé l'ATR pour le super tendance pardon pour faire un trailing stop. Là, on voit qu'on aurait été stop. Mais dans les paramètres de votre super trend, vous avez la période ATR, donc déjà là c'est sur 10, mais vous pouvez par exemple prendre 15. Vous pouvez changer et voir ce qui fonctionne pour vous. Mais vous pouvez surtout mettre un multiplicateur. Et on voit qu'en fonction du multiplicateur qu'on va donner, on va voir quelque chose qui va être plus large. Donc on va avoir une marge de manœuvre qui est plus importante. Mais voilà, l'ATR ici va être utilisé parce que l'ATR, c'est une mesure de la volatilité. Et parce que des mesures de la volatilité, il y en a plein, hein. Vous pouvez utiliser plein de choses pour faire la volatilité. Je pourrais faire toute une série de vidéos sur toutes les façons possibles de calculer la volatilité d'un actif. Mais là, par exemple, vous avez votre valeur d'ATR qui va déterminer l'écartement entre votre prix et votre ligne qui peut déterminer votre trailing stop. D'ailleurs, ça serait super intéressant sur les échanges d'avoir une, enfin, je veux dire, c'est pas possible sur les plateformes d'échange. Ça peut être possible, hein, tout peut être, avec un truc, perso, je pense, évidemment. Mais avoir la possibilité de, comment dire? De configurer son stop loss sur une valeur d'ATR qui va bouger en fonction du temps, ça peut être très, très intéressant pour du trading. Après évidemment, faut trouver les bons paramètres, hein, faut trouver les bons paramètres. Mais voilà, par exemple, si on prend le super tendance, le super trend qui est calculé à partir de l'ATR, on voit que c'est quelque chose qui quand même, qui peut être quand même plutôt pertinent pour faire du trading sur un mouvement. Et d'ailleurs, l'indicateur super tendance que je montre là, enfin, c'est un truc que j'ai déjà montré plusieurs fois dans certains lives, il peut aussi être utilisé pour du positionnement. C'est-à-dire que le super trend, le fait de venir buter sur votre super trend, ça peut être une raison de localisation. Certains vont l'utiliser pour le trailing, certains vont l'utiliser justement pour soit vous avez ici, hop, signal de vente, signal d'achat, signal de vente, mais vous pouvez aussi l'utiliser comme localisation. En fait, après, c'est vraiment en termes d'utilisation, c'est la seule limite, c'est votre imagination. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme, question? Alors, l'expiration des options et le max pain, non, pas forcément. C'est pas quelque chose que je regarde forcément. Il y a beaucoup en fait, le truc, c'est que tout peut avoir une certaine pertinence, mais tout ne doit pas être forcément regardé. C'est-à-dire qu'il y a tellement de data possibles et qui sont potentiellement, que vous pouvez potentiellement prendre en compte. Si vous essayez de tout prendre en compte, vous allez vous perdre et vous n'allez jamais agir. Et en fait, tout peut être intéressant, mais en réalité, c'est que si vous c'est un peu comme, faire une recette de cuisine avec tout ce que vous avez dans le frigo. Bah, ça fonctionnera pas forcément, il y a très peu de chances que ça fonctionne réellement. Bah, là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que si vous commencez à vouloir, prendre telle information, telle information, telle information et vouloir tout processer, vous risquez de vous perdre complètement. Parce que là, le max pain des options, je sais pas combien il est, je crois qu'il est à 84 800, non, je sais plus. Si je commence à tout mettre dans mon processus décisionnel, je sais que je prendrai plus de enfin, je saurais plus quoi faire à un moment donné. Donc je pense que tout peut être intéressant, mais vraiment, hein, c'est pas utile de vouloir tout processer. Imaginez, c'est comme si je fais ça, c'est-à-dire que c'est comme si je commence à mettre, admettons, je viens et j'utilise les pivots weekly, les pivots mensuels, les pivots trimestriels, les pivots annuels et puis ensuite, je rajoute, la balance initiale et puis ensuite, je rajoute, les tunnels Vegas et puis ensuite, je rajoute VWAP et ensuite, je rajoute les niveaux précédents de VWAP et ensuite j'ajoute, les VWAP.
qu'à un moment donné, ta chart, elle ressemble à rien et des informations, toutes ces informations, elles peuvent être pertinentes à un certain degré d'analyse, c'est-à-dire un certain time frame, un certain niveau d'analyse, mais c'est pas une nécessité de tout mettre sur votre chart. Que moi, il y a beaucoup de choses qui sont ici sur mes indicateurs, mais c'est surtout pour vous montrer, la plupart du temps, c'est dans des analyses pour vous montrer des outils ou des indicateurs qui peuvent être intéressants pour l'un, mais il y a aucun moment où je vais tout utiliser sur ma chart, en tout cas pour prendre des décisions. Il faut savoir que, au final, la seule chose vraiment indispensable pour pouvoir prendre des décisions, ça reste le prix et rien d'autre. Enfin, le prix, le temps évidemment, mais rien que ça pourrait suffire. Allez, on pourrait juste se rajouter une petite moyenne mobile, mais c'est suffisant en réalité. Donc là pour le coup, non, j'ai pas la nécessité de regarder, ce qui se passe, forcément sur les options, même si ça veut pas dire que ce n'est pas intéressant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Ouais, au niveau de l'order book, j'ai vu qu'il y avait, au niveau du carnet, il y a plein d'ordres. Alors j'ai pas ici, hein, je l'ai pas sur, je vais l'avoir. En fait, si je vais l'avoir, on peut la voir. TRDR. Je crois que je suis connecté sur TRDR, on-chain. Non, c'est dans order flow, il est ici. On voit qu'il y a du positionnement, hein, sur le book qui s'est fait ici sur les, alors pas mettre en 6 heures, mais en 1 heure. Là, c'est en train de bid sur, 60, sur le first stop en fait, hein, 76, 75. Il y a des gens qui sont en train de se positionner pour acheter. Après, est-ce que ça va être retiré? Ça, je sais pas, on peut pas le savoir à l'avance, hein, de toute façon, hein. Ça, c'est le truc, à tout moment, c'est des ordres qui vont disparaître au dernier moment. C'est le jeu de l'order book, hein. Mais d'ailleurs, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on peut voir. C'est pour ça que les datas que vous voyez dans un carnet, elles sont pertinentes qu'à partir du moment où le prix qu'à partir du moment où le prix est dessus. C'est-à-dire que avant que ça soit exécuté, vous savez pas si c'est réellement là pour être exécuté et c'est ce qu'on peut voir ici. C'est-à-dire que là, vous voyez, il y a eu, plein d'ordres qui ont été placés et ils ont été retirés. C'est-à-dire que ces ordres-là qui étaient là, ici, là, sur ces niveaux de prix, bah, ils ont pas été exécutés. On est passé dessus, mais ils ont pas été exécutés parce qu'ils ont été retirés. On voit que le prix, il est passé, mais hop, ça a été retiré. Donc, ce que vous voyez ici, d'ici 30 minutes, ça peut avoir disparu. C'est ça le truc. Et ça peut même, disparaître, genre vraiment à une fraction de seconde avant que le prix arrive, et mince, avant que le prix arrive dessus. C'est pour ça que ce qui est surtout intéressant, c'est de regarder, au niveau du delta. Et on a perdu mon layout. Pompon test. Là, on voit que au niveau de la profondeur, là, on commence à être quand même balancé de manière intéressante. Parce que là, sur toute ça faisait un moment qu'on était quand même plus dans le négatif. Là, il se passe quelque chose. Donc, on commence à être sur des niveaux de prix qui intéressent des gens et c'est ce qu'on voit, hein. C'est ce qu'on observe. C'est ce qu'on observe ici, hein. C'est qu'on a quand même gros positionnement qui se fait. Donc, si on y vient et que ces ordres ne sont pas retirés et que tous ces gens sont exécutés, ça veut dire qu'il y a quand même de la demande qui arrive sur ces niveaux de prix. Donc, c'est pas anodin. C'est pas anodin. Et ouais, voilà, tonton, il a posté les charts. Donc ouais, que ce soit spot ou là, c'est le futur. Mais on est quand même. Alors, moi, je pense. Enfin, moi, si je devais me mouiller, je pense que ces ordres-là, si on y va, vont être exécutés. Je pense pas que ce soit des ordres qui sont placés pour être enlevés au dernier moment. On verra. On verra. Parce que là, par exemple, c'est ce qu'on voit, hein. C'est-à-dire que il y a les ordres, ils ont été placés, ils n'ont pas été exécutés. Et ça veut dire qu'il y a. Alors, j'ai pas les. On pourrait aller voir. J'ai pas. Je peux pas. J'aurais pas la data sur Bookmap. Mais comme ils n'ont pas été exécutés ici, c'est peut-être parce qu'ils ont changé d'avis, ils se sont dit: «OK, on va être exécuté, pardon, plus bas. On veut être exécuté plus bas». Parce que là, c'est zone d'intérêt. C'est dans une zone d'intérêt que ça a été placé. J'osais pas le dire, le PA, c'est le plus rapide pour décider si sinon, si tu ne peux pas intégrer toutes les infos et data dispo, en plus, on trouvera qui sont contradictoires. Oui, mais en fait, le truc, c'est que il y a toujours en fait, il y a toujours un acheteur pour un vendeur. Donc de toute façon, tu as toujours quelqu'un qui va être bullish et pour quelqu'un qui va être bearish. C'est évident. Donc le truc, c'est que à n'importe quel endroit sur une charte, tu vas forcément trouver une raison d'être, baissier ou haussier, peu importe le contexte.
Il y a toujours forcément quelqu'un qui est bearish et quelqu'un qui est bullish. Et donc, tu peux tout utiliser n'importe, enfin, alors évidemment, il y a des confluences et moi, par exemple, c'est ce que j'aime bien les zones de confluence. Mais c'est pour ça qu'en fait, c'est pas utile de surcharger son processus décisionnel en information. Et honnêtement, hein, moi, j'en connais qui n'utilisent qui utilisent même pas de chart, en fait, qui vont trade juste avec, le carnet. Il y a des gens qui trade uniquement avec le carnet d'ordre. Comme il y en a qui vont utiliser, bah, justement uniquement le prix avec une, moyenne mobile en période 50 ou une EMA 20, un truc comme ça. Faut se dire que souvent le plus simple, c'est le plus efficace, hein, vraiment. Mais après, par contre, moi, avec l'expérience, il y a des trucs sur lesquels j'ai un certain recul. C'est-à-dire que, fut un temps, j'aurais pu me foutre de la gueule de gens qui utilisent, les phases lunaires ou ce genre de trucs. Ou des gens qui vont avoir, je me rappelle, fut un temps, je trouvais ça complètement absurde d'avoir, je sais pas, 40 moyennes mobiles sur sa chart. Bah, au final, j'en ai 11, tu vois? Si c'est pas plus. Donc, en fait, faut rest faut se dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont faisables, qui sont possibles. Et au final, parce qu'on n'est pas sur de toute façon, on n'est pas sur quand on fait de l'analyse technique, on n'est pas sur une science. On n'est pas sur une science exacte et on n'est même pas sur une science. Donc, il y a vraiment plein de choses qui sont possibles, que ce soit du price action, que ce soit Ishimoku, que ce soit, je sais pas, moi j'en connais qui trade avec, et d'ailleurs c'est un truc sur lequel je pourrais faire une vidéo, mais moi j'en connais qui trade avec du Renko. Et Renko, c'est très efficace pour, voir les structures, par exemple. Renko, c'est une méthode d'affichage du prix qui est très, très, très efficace pour, et très, enfin, très simpliste justement pour voir les structures de prix. Et il y a certains, j'en connais qui scalpent avec le Renko, avec l'affichage en Renko. Et on pourrait parler de quoi? On pourrait parler comment ça s'appelle? Point figure, affichage point figure. Ah, il y a tellement de choses qui sont possibles que donc, ouais, du coup, ouais, si vous avez pas de là, ça fait combien? Ça fait 2 heures, hein? Ouais, 1h45. Ouais, si vous avez pas de questions, je vais pouvoir, enfin, si vous avez pas d'autres questions, je vais pouvoir clôturer quand même, ici. Je vais remonter un peu pour voir. Bravo Ponzi, merci. Le marché ne price-t-il pas, la mauvaise nouvelle de cet après-midi? Je sais honnêtement, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. On pourrait aller voir aussi les futurs, ce qui se passe sur les futurs. Je suis pas sûr parce que franchement, si on a un corps PCE, je trouve qu'il est plutôt, alors c'est que mon avis, mais je trouve que avoir un forecast à 0,3, je trouve que c'est pas mal élevé. Et si on a un corps PCE qui tape à 0,4, je trouverais comme ça surprenant et je pense que par contre, ça serait vraiment une mauvaise nouvelle. Déjà il y a plusieurs anticipations de ne pas avoir de hausse de baisse de taux de la Fed d'ici la fin de l'année. Alors ça veut dire qu'à un moment donné, enfin non, j'irai pas dire jusqu'à dire qu'ils vont augmenter les taux, mais quand même quoi, il y a une question à se poser. Si on a un corps PCE, enfin si on a un PCE qui tape à 0,4, il faudra quand même se poser des questions sur la suite, quoi. Oui, oui, bien sûr, je peux vous mettre le replay parce que j'enregistre. Donc, c'est pas un souci, je vous mettrai le replay. Ouais, il y a ce genre de truc, hein. J'ai vu la Ronaldinho qui va lancer un meme coin comme ça, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une, je sais pas si je l'ai je sais pas si j'ai accès à Twitter ici, si je suis connecté sur mon Twitter. Non, je suis pas connecté à mon Twitter sur ce si vous regardez un des derniers trucs que j'ai repost, je crois, c'est le baisse alors il y a une baisse d'activité sur Virtual, donc sur les agents IA. Mais il y a une grosse baisse d'activité sur, Pump Fun aussi. Il y a une grosse baisse d'activité sur Pump Fun et je pense que c'est plutôt une bonne chose, hein. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de nettoyage qui s'effectue sur tout ce qui est on-chain, tout ce qui est dégène. Ça nettoie un peu le marché, je pense, donc c'est plutôt une bonne chose. Je pense que j'ai répondu à tout. Ah non, il y a une question, tu as parlé de nouveaux assets style IP, Kaito et Layer. Tu peux faire un check-up rapide des courbes et nous dire ce que tu penses des locks actuels? Et si possible, ENA, j'en entends parler sur le Discord. Ah, ENA, déjà, la localisation, elle est top, hein. On est en plein RLZ. Par contre, c'est toujours pas rien. C'est-à-dire qu'à court terme, il y a rien. C'est-à-dire que la tendance, elle est toujours baissière. On voit qu'on a un ralentissement de notre tendance, là, en daily. OK? Donc, on est dans une super localisation. En plus, on voit qu'on vient de là, le l'imbalance, elle est super, hein. On est vraiment la localisation, elle est top. On a une double confluence pour le moment. On pourrait même avoir, à mon avis, plus de raisons au niveau du pivot annuel. Ça, c'est RS, ça a été défoncé depuis un moment. Ça, c'est un asset. Donc, ENA, c'est un asset qui est intéressant. Maintenant, à mon avis, il peut corriger un peu plus jusqu'à ces 0,886 parce qu'en plus, on est sous la RLZ. Et ça, ce ratio-là, un 0,886, c'est le ratio shitcoin un peu. Enfin, voilà, shitcoin, c'est entre parenthèses, entre guillemets.
Je dis pas que ENA, c'est un shitcoin, mais c'est la catégorie des actifs les plus illiquides. Donc de fait, mais déjà qu'on vienne jusqu'au 0,886, pourquoi pas venir prendre ce lot ici et en plus on a encore un déséquilibre à venir combler ici, ça serait super intéressant et donc là, à partir de là, tu pourrais avoir une consolidation et là tu attends une belle structure avec une belle accumulation pour te repositionner. Là, j'irai pas me repositionner directement maintenant sur Ethena. Alors à part si quelqu'un qui croit vraiment au projet et qui veut commencer à faire un DCA, mais attention, attention, parce que, moi je suis pas fan du DCA. Moi le seul truc pour moi qui est vraiment valable pour faire du DCA, c'est Bitcoin. Même sur Ethereum, tu vois, un DCA sur Ethereum depuis, plusieurs années, ça sous-perf une performance sur Bitcoin. Donc, le DCA sur les altcoins, à part quand tu es dans une à part si tu es dans une configuration de réaccumulation avant une expansion, je suis pas fan du DCA sur les altcoins, pardon. Donc moi, j'attendrais d'avoir une consolidation avec, une consolidation dans une belle zone de une conso dans une belle zone de localisation comme celle dans laquelle on est, avec des premiers signes de retournement de tendance, ce qui n'est pas le cas pour le moment, pour prendre position. Mais là, DCA, c'est à vos risques et périls, hein. C'est mieux évidemment de commencer à faire du DCA maintenant que de le faire depuis un mois, tu vois? Parce que là, si tu as fait du DCA depuis, depuis le top, en fait, là, tu te manges à un moins 50 sur ta liquidité. Mais voilà, en tout cas pour ENA, on est on est bon. Enfin, on est bon. En tout cas sur la maintenant après il y a K-Network, lui, il avait bien toujours pareil, c'est assez récent, mais les market cap et cetera, là, je regarde sans faire, en faisant abstraction des market cap. Là, on voit qu'on a un truc qui est quand même fait directement x4 depuis le listing et qui revient direct dans sa RLZ. Donc à voir, on risque d'avoir une bonne consolidation ici. Je sais que c'est du proof of work, il me semble. Donc, les tokens en proof of work, plus récents, genre, Kaspa, Lithium et cetera, ils ont eu une tendance à être de gros performeurs. Je sais pas si K-Network, ça sera le cas. Je sais que c'est déjà bien capitalisé déjà, mais j'en ai entendu, du bien en tout cas. Moi je connais pas, hein, mais j'en ai entendu du bien. À mon avis, enfin moi déjà ce que j'aimerais bien, c'est qu'on retourne genre sur les 0,786 ici, hein, qu'on vienne taguer cette structure, ce serait intéressant. Donc pour le moment, là on voit que le flux il est quand même baissier. On a un ralentissement, mais quand même, depuis là, depuis qu'on a fait un ATH à 0,37, le flux est quand même baissier. Si on regarde au niveau des Vegas, on est sous le 15 minutes. Donc pour le moment, tendance court terme, elle est baissière. À voir si on vient taguer cette structure avec le petit déséquilibre qu'on a ici aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a P-Network, donc P-Network qui a éclaté les gens qui étaient en vente à découvert dessus, hein. Comme c'est alors bon, je vais pas juger le projet, hein, parce qu'en réalité, je connais pas tant que ça. Enfin si, je connais depuis parce que c'est un truc dont on parlait déjà en 2017, mais c'est le genre d'actif qui est un peu, comme scammy et justement, c'est en général, c'est les trucs qui performent le mieux. Donc moi, c'est la FDV, même si bon, on s'en fout un peu en réalité, hein. Ça a pas tant de sens que ça. C'est-à-dire que la FDV, elle est absurde. Je crois que je sais plus combien c'est le total supply. C'est 100 milliards de tokens, un truc comme ça. Donc la FDV, là, elle est absurde. Mais là, on a une paire de momentum, on voit que bim, on n'a pas tenu le 5 minutes, on break le 15 minutes, donc attention, retournement de tendance sur Pi. Mais jusqu'à il y a peu, c'est-à-dire que moi j'en ai vu short, j'en ai vu prendre des ventes à découvert ici. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'à court terme, on était bullish, on était en train de tenir le 15. Et quand tu vois que tu tiens le 15 comme ça, que tu as ce genre de consolidation comme ça, après c'est consolidation, perte de volatilité ici, grosse contraction de la volate, on même pas besoin d'indicateur pour le voir, on le voit au niveau du prix. Et direct, bim, t'exploses tout le monde. Et d'ailleurs, P-Network, je crois que le funding était très négatif dessus. Ce qui fait que on était très, à mon avis, orienté short. Et là, le truc, c'est que c'est pas parce qu'on était orienté short qu'on a fait péter les shorters, mais par contre, le fait de faire péter les shorters, ça a eu cette influence sur le prix où on a eu un prix quand même qui est parti bien à la perpendiculaire. Mais là, j'irai pas me positionner long. Enfin, en tout cas, là, le flux, il est quand même plutôt donc, premier déséquilibre à venir combler ici. Après, à voir si on va pas revenir plus tôt dans des zones de prix plus proches des prix du listing. Là, si on met un Fibo, on a pété le first stop,
On est presque revenu, alors on a retracé les 50. Moi, je pense qu'il faudrait attendre un retour dans notre RLZ, voir les 0,886 pour peut-être enfin, pour voir ce qui se passe à court terme. Toujours pareil, se rappeler que c'est quand même des actifs qui sont, plutôt récents et donc ils peuvent tout à fait aussi faire une découverte de prix à la baisse, hein. C'est-à-dire que, surtout sur un truc comme Pi, comme ça là, qui est à mon avis surévalué, revenir sous les prix du listing quand on a très peu d'historique comme ça, c'est quand même, assez fréquent. Qu'est-ce qu'on a d'autre? IP. Bah, IP j'avais, ouais, c'est tout à l'heure j'avais mis en évidence le 1 heure. IP j'en ai parlé de IP. Je pense que là, c'est un layer one, il me semble, et je pense que fondamentalement, c'est quand même il est un peu plus intéressant apparemment d'après ce qu'on m'a dit. J'ai pas creusé, je sais qu'il y a tout un écosystème qui se forme sur, les protocoles. Il y a des DEX et cetera. Je crois qu'il y a plein de NFT, tout ça. Du coup, moi, j'attendrai consolidation. Là, on voit qu'on a une, VG qui a pas été comblée totalement. Moi, j'attendrai, ce que j'aimerais voir, c'est une consolidation dans le 1 heure ici, pour voir si on n'a pas un contexte où on a une conso pour repartir à la hausse derrière. Au niveau de Fibo, on se situe où? En plus, au niveau de Fibo, pareil, c'est-à-dire qu'on a break notre first stop. Merde. Au niveau de Fibo, on a cassé notre first stop. On est sur les 50 de retracement. Et pareil, c'est-à-dire que retour aussi sur ce genre d'actif, à mon avis, ce serait préférable, OK? Même si la tendance pour le moment, tant qu'on tient le 1 heure, on peut toujours avoir ce retour à la hausse. Et on voit aussi que c'est un actif qui est quand même pas mal décorrélé par rapport à Bitcoin. C'est-à-dire que là, on a un actif qui est sur la première impulsion baissière de Bitcoin ici, on a un actif qui s'est apprécié. Donc il fait quand même un peu sa vie. Là, on a là, on a un rattrapage, mais on est sur quelque chose qui reste fort quand même. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors Kaito, je crois que ça a été un peu le même, contexte que sur Pi, même si ça a rien à voir, mais, on a puni les gens qui étaient en vente à découvert, il me semble. Mais là, par contre, pareil, c'est baisse de momentum, on passe sous le 15 minutes. Attention. Donc par contre, on est en train de revenir déjà sur support et c'est pareil, c'est-à-dire on a break notre first stop, à voir si on va réussir à repasser sous ce support ici, sous cette structure. Mais on voit que c'est quand même des choses qui sont plutôt, décorrélées de Bitcoin. Et aussi, où est-ce qu'il est? Bearchain, il est un peu plus historique. Bearchain plus récent, là, on a eu dès le listing, on a eu une grosse correction, la consolidation. Donc là, c'est la day one, je veux pas ça, je vais mettre en 4 heures. On est revenu, on a vu qu'on est revenu en RLZ, combler notre déséquilibre ici. Hop, on est reparti à la hausse. Là, à mon avis, on est plus dans une structure de range. On a plus un range qui se met en place sur quand on regarde ce qui peut être intéressant, c'est sur ce genre d'actif, c'est de mettre un VP. Je le mets depuis tout le début. Hop. Et là, sur ce genre de truc, à mon avis, on va osciller entre notre value haute et notre point of control, voire notre value basse. Donc là, si on revient dans cette zone-là, hein, sur le POC, voire sous le POC, c'est des zones d'achat qui sont très intéressantes, je pense. Je pense que ça, c'est le genre d'actif qui, tant qu'on ne break pas notre value haute, là, ici, on va faire ça. On va vraiment faire une espèce de range avant de prendre une direction. Donc, alors baissière, haussière, ça, je sais pas à l'avance. Mais là, moi, j'irai jouer le range. Et Solayer aussi. Ce qui peut être intéressant, c'est donc à la fois regarder, quand vous mettez votre VP, vous regardez s'il veut bien s'afficher. Là, on voit qu'on a été rejeté sur résistance, qui correspond à notre POC. C'est là où il y a le plus de positionnement qui a été fait, hein, sur Solayer. Mais ce qui est intéressant de regarder aussi, c'est depuis le bottom, enfin depuis le low ici, toute cette zone. Et pour se positionner à l'achat, ce qui peut être intéressant, c'est si on passe sous le POC, si on revient dans cette zone ici, ça c'est assez intéressant. C'est-à-dire que vous avez utilisé deux volumes profile, celui sur tout le début de cotation, plus depuis le bottom ici, pour pouvoir marquer votre zone d'intérêt. Là, le Solayer, on revient ici, si on structure quelque chose d'intéressant, hop, on peut se prendre une exposition pour repartir. Sachant que là, actuellement, on se situe pile sur le 1 heure. Donc voilà, j'ai fait pas mal de choses. Du coup, je vais vous laisser là et puis vous souhaiter une bonne journée. Je vais vous mettre ça en ligne dès que possible. Et puis voilà, on va attendre le PCE, hein. Donc voilà, allez, bonne journée à tous. Ciao, ciao.